Bien, bonjour, chers amis de l'UTL. C'est une aventure qui commence pour moi avec ces cours, non pas en présentiel comme je les avais connus à l'université, mais avec les miracles de la technologie d'aujourd'hui. Voilà, donc je demande votre indulgence. J'espère que tout marchera bien. J'ai un peu hésité au déroulement de ce cours sur les campagnes d'aujourd'hui, en me posant la question, au fond, au mois de mars, un certain nombre d'entre vous, peut-être la majorité, ont déjà assisté à ce premier cours qui avait eu lieu avant que la pandémie se développe et que nous soyons obligés de nous confiner. Alors, de deux choses l'une, ou bien vous avez en mémoire ce qui a déjà été dit sur cette partie qui est un rappel historique, et auquel cas, peut-être attendez le cours suivant, ou bien au contraire, vous souhaitez peut-être vous rafraîchir un peu la mémoire, ou peut-être n'étiez-vous pas là en mars, et auquel cas, donc, je vous propose cette première séquence aujourd'hui. Nous la ferons en deux temps, puisqu'il est demandé à juste titre de ne pas dépasser 30 à 35 minutes par séquence. Mais préalablement, en guise d'introduction, comme beaucoup de collègues universitaires qui ont travaillé dans le domaine des sciences sociales, je voudrais insister sur ce qu'on appelle les représentations sociales. C'est-à-dire chacune d'entre vous, par son histoire, par sa culture familiale, par sa formation, par son environnement de type urbain ou au contraire plus rural, par les lieux qu'il fréquente, et bien déjà sur les campagnes, des représentations qui sont propres à chacune et chacun. En commençant souvent cet enseignement avec les étudiants de master à l'université de Pau, je faisais ce petit exercice pour voir un petit peu quelles étaient les perceptions spontanées que l'on a des milieux ruraux, des campagnes d'aujourd'hui. Et ça donnait lieu, alors, compte tenu du caractère spontané de l'exercice, à un listing de caractères qui montrent à la fois des perceptions que l'on peut mettre plutôt dans la colonne de gauche, perceptions négatives, ou au contraire dans la colonne de droite, perceptions positives. Alors regardons-les rapidement. Qu'est-ce que l'on voit concernant les campagnes d'aujourd'hui dans les perceptions plutôt négatives? Eh bien, on voit quelque chose qui relève du vieillissement, de l'isolement, de la tradition. Alors tradition, pas dans un sens qui pourrait être plus positif, mais au contraire comme quelque chose de pesant, d'un milieu un peu triste. Voilà. Ça, c'est le caractère un petit peu général. On y voit aussi des items qui sont assez fréquemment évoqués aujourd'hui. C'est celui eh bien, du manque d'installation, de manque de services, de fermeture d'écoles, de déserts médicaux, toutes choses qui, bien sûr, ont un caractère assez exact, mais qu'il n'y a pas lieu peut-être de majorer. Mais à ce stade-là, il n'y a pas lieu de commenter la validité de ces perceptions, mais plutôt de les enregistrer, voilà, parce qu'elles représentent une partie de l'opinion de nos contemporains. On y voit également un milieu rural qui est marqué par eh bien, une activité économique qui stagne, voire parfois en déclin, d'où les questions, vous voyez l'item sur le chômage, sur le manque d'installation. Alors là, encore une fois, on pourrait dire, tiens, le département rural par excellence qu'est la Lozère, le taux de chômage est plutôt plus bas que la moyenne nationale. Il ne s'agit pas, encore une fois, de commenter et d'analyser de manière objective ces perceptions, mais de les noter, tout simplement. Voilà quelques aspects de ces perceptions, mais à contrario, on peut voir aussi eh bien, des perceptions nettement plus positives et qui sont encore marquées de la référence de leurs auteurs, c'est-à-dire des étudiants de 22-23 ans en bac plus 4. Eh bien, qu'est-ce qu'ils pointent? D'abord, la dimension nature vient en premier,
Et au fond, la campagne d'aujourd'hui est associée à la dimension paysagère, la beauté de ces paysages, à un environnement marqué par des forêts, par de vastes espaces, par des prairies. Vous n'êtes pas étonné finalement peut-être que ces items soient largement développés, traduisant en quelque sorte l'aspiration de nos contemporains, surtout lorsqu'ils vivent dans des milieux urbains pas très attractifs, d'avoir cette campagne un peu magnifiée avec ces caractères qui sont marqués là. Il pointe aussi eh bien, que ces campagnes sont assez vivantes. Alors, quels sont les items qui permettent de pointer ces caractères-là? Eh bien, on voit d'abord l'arrivée de nouvelles populations, ce qu'ils appellent les néo-ruraux, et qu'ensemble, populations de souche et néo-ruraux sont souvent actifs pour mener des actions de développement local, mènent d'autres actions pour diversifier l'économie rurale, comme le tourisme, par exemple. Et tout ça se traduit par aussi des dimensions culturelles. Les festivals sont évoqués, ainsi que la dimension de renouveau. On peut également pointer la dimension patrimoniale avec les parcs régionaux, les procédures à la fois de développement mais en même temps de protection de l'environnement que sont les procédures de type Natura 2000. Voilà, on va s'arrêter là sur cette première diapo. Au fond, elle nous montre des conceptions ou des perceptions plutôt que vous partagez peut-être, vous en auriez d'autres. Rien ne vous empêche de faire vous-même l'exercice. Voilà, vous laissez avec un crayon venir un petit peu toutes les perceptions qui sont les vôtres des campagnes d'aujourd'hui. Avançons ensemble pour rappeler le plan que nous allons suivre. Donc aujourd'hui, cette première partie va concerner les campagnes d'hier à aujourd'hui. Par la suite, nous verrons effectivement qu'on a besoin, quand on parle de milieu rural, de voir de quoi on parle, parce que même si dans notre tête, dans notre imaginaire, on sait très bien que le milieu rural peut correspondre à des milieux faits de prés, de bois, de champs, de villages, etc. La réalité est plus complexe et qu'aujourd'hui, on a du mal à faire la lisière, en quelque sorte, entre des espaces que l'on considère comme urbains et d'autres que l'on considère comme ruraux. Vous voyez la manière dont on utilise largement le terme de rurbain. Nous verrons ensuite qui vit en milieu rural. Alors, bien sûr, il y a des populations de souches qui y sont depuis longtemps, mais on va voir que s'opère une recomposition sociale des milieux ruraux avec l'arrivée de nouveaux habitants. Par la suite, nous regarderons cette économie qui est celle des milieux ruraux et que jusqu'à il y a une période pas très éloignée, l'activité dominante était l'activité agricole, mais qu'aujourd'hui, l'économie dans les espaces ruraux est beaucoup plus diversifiée. Et puis nous enchaînerons avec quelques problématiques actuelles assez largement évoquées par un certain nombre d'auteurs, notamment de se poser la question, au fond, est-ce que les campagnes sont des territoires précaires? Et je le mets avec un point d'interrogation. Nous verrons que cette question n'appelle pas une réponse simple, plus complexe que ça. Que les formes d'appartenance à ce milieu rural, donc on est dans la dimension culturelle, et bien que ces formes d'appartenance sont fort diverses et que ce terme qu'on va rejoindre à plusieurs reprises d'identité, il y a des identités qui se recomposent actuellement en milieu rural. Je fais référence pour terminer à un auteur qui s'appelle Lévy et qui pose la question de savoir si au fond, dans ce monde globalisé de la modernité, la ruralité existe-t-elle encore? Et si cet auteur a tendance à mettre en doute l'existence qui perdure de la ruralité, pour ma part, je considère que les espaces ruraux ont encore des spécificités
qui font d'eux quelque chose de distinct de la ville. Voilà un petit peu notre plan et tout de suite, eh bien, nous allons, avec plus de rapidité que nous l'avons fait au mois de mars, regarder eh bien, ces campagnes d'hier à la période d'aujourd'hui. Les campagnes, eh bien, si on veut les étudier, on a pas mal de références et bien sûr, l'auteur majeur pour regarder cette fresque historique, c'est Duby, hein, magnifique plume, qui a écrit 3 tomes sur l'histoire de la France rurale. Donc, si vous êtes passionné par le sujet, surtout allez le lire. Bon, moi-même, j'ai fait référence dans ce rappel historique pas mal à quelqu'un avec qui j'ai eu la chance de travailler, qui est Bertrand Hervieux, et qui déroule finalement toute une chronologie qui nous permet de suivre l'évolution de ces campagnes. Alors, nos campagnes dans notre France d'aujourd'hui, eh bien, elles ont une certaine spécificité qui tient à des dimensions culturelles et identitaires que l'histoire depuis à peu près, on peut dire, le milieu du XIIe siècle, début du XIIIe siècle, leur ont conféré. Alors, identité, attention, tout de suite, je mets un bémol, je l'utiliserai au sens de Braudel. Braudel, son célèbre ouvrage sur l'identité de la France, c'est-à-dire d'une construction historique d'un concept qui désigne à un moment donné les traits d'une société. Voilà, pour faire simple, c'est ça que Braudel, quand il écrit son livre sur l'identité de la France, utilise. Je me méfie beaucoup de l'utilisation de ce concept dans le vocabulaire contemporain parce qu'il est devenu un mot à connotation idéologique, malheureusement. Alors au Moyen Âge, eh bien, les campagnes sont le lieu de la production de richesses. Alors pourquoi on commence ce rappel à partir de cette période-là? Eh bien parce que jusqu'au XIIe siècle, l'économie est une économie familiale, une économie fermée. Il n'y a pas de véritable système commercial. De même qu'il n'y a pas encore, avant cette période-là, de véritable pouvoir central. Il est plus éparpillé dans ce qu'est le système féodal. Le pouvoir central, il va apparaître, peut-être souvent on le date de ce moment-là, même si une datation de ce type-là est toujours sujette à caution, de la bataille de Bouvines, qui est l'affirmation par finalement ce qui va devenir le royaume de France, l'affirmation d'une véritable réalité française avec Philippe Auguste. Jusque-là, on était dans l'héritage romain, l'héritage de la villa, avec un seigneur censé apporter la sécurité aux habitants, c'est-à-dire au paysage des hameaux voisins, des villages voisins. Mais à partir de ce moment-là, ce système féodal et cette économie figée, eh bien, ça va bouger assez rapidement. D'abord, c'est le moment où les bourgs grandissent. Et avant notre réalité nationale, on peut y associer ce qu'on appelait le mouvement des villes en Italie du Nord, effectivement un développement, une croissance des milieux urbains avec associé bien sûr un développement des échanges et un développement commercial.
Pour notre région, quand on parle de développement des bourgs, pensez aux bastides. Un exemple à Tournaille, par exemple, là, qui étaient des lieux où, effectivement, commencent à se réunir, se concentrer un certain nombre d'activités. Alors, ces bourgs grandissent parce qu'apparaissent des corporations, des chartes, au fur et à mesure que le commerce va se développer. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est que les marchands, vous voyez leur place qui est soulignée sur la diapo, les marchands vont introduire de la mobilité. Ils s'enrichissent, ça, il n'y a aucun doute. Et au fond, il y a un contraste par rapport à la période antérieure, c'est qu'avant, la figure dominante du haut Moyen-Âge, c'était la figure du chevalier, du seigneur, du comte, autrement dit d'une aristocratie, également la figure du moine, c'est-à-dire du clergé qui dominait jusque-là. Et va naître donc une nouvelle phase de première forme d'économie presque pré-capitaliste, avec ces centres urbains qui sont souvent que des bourgades de taille modeste. Alors, dans cette période-là, n'imaginez pas qu'on est confronté déjà à un exode rural massif. Non, non, pas encore. Simplement, on constate que des paysans voient dans la ville ou dans le bourg, comme on l'a dit, le lieu de leur émancipation s'ils parviennent à s'y établir comme artisans, ces fameuses chartes. Georges Duby, que j'aime beaucoup, a cette belle expression pour désigner ces nouveaux lieux attractifs que sont ces grandes bourgades. Eh bien, il dit « l'air y est plus libre », par opposition au système féodal qui était un système à forte contrainte pour le milieu rural composé essentiellement de paysans. Alors, dans le même temps, on assiste à un certain nombre de choses, c'est que l'espace agricole va connaître une certaine modernité. C'est-à-dire que ce dynamisme des bourgs et des villes, il s'appuyait sur une activité rurale qui elle-même va connaître une croissance, va connaître un développement. La ville naissante, elle n'existait en fait que par les campagnes environnantes, sa production et ses richesses. Duby, là aussi, je le cite, pour se nourrir, pour s'embellir, la ville se greffait sur les forces vives d'un empire paysan. La ville prospérait en rentière du sol, en quelque sorte. La richesse convergeait vers les villes. Cette période que nous évoquons, c'est celle de la construction des cathédrales. Et ces constructions nécessitaient effectivement, pour tous les moyens qu'il fallait mobiliser, eh bien, des campagnes vivantes, des campagnes qui connaissent une certaine richesse. Alors notons-le, que les techniques agricoles se perfectionnent. On le voit tout d'abord déjà au plan foncier, eh bien, l'espace agricole est assez voisin de l'espace agricole que nous connaissons aujourd'hui en début du XXIe siècle. Il y a une assez forte diminution de l'espace forestier. Vous le voyez sur l'image iconographique qui est à droite. C'est au fond la période où l'on va défricher. Alors on associe souvent cela au rôle
des monastères, des moines défricheurs. En réalité, pas du tout. C'est un mouvement d'ensemble, hein, et effectivement, où on va augmenter l'espace de production. Notre auteur, qui s'appelle Guy Fourquin, dans son Histoire de la France rurale, pointe que la France des cathédrales n'a pas été famélique. C'est intéressant à retenir cette expression. Avec une population qui va être en croissance, pratiquement sur les 17 millions de la population totale de ce qui correspond à l'Hexagone d'aujourd'hui, donc une population essentiellement rurale. Eh bien, c'est cette croissance forte, avec une alimentation essentiellement à base de pain, on en mangeait 4 fois plus qu'aujourd'hui, et le début de la diffusion de techniques plus performantes avec l'arère, une sorte de charrue, avec le joug frontal pour les bœufs, avec, il viendra un peu plus tard, le collier rigide pour les chevaux, le ferrage des animaux de trait, etc. Bon, cependant, les rendements restent assez modestes, hein, mais néanmoins, on a une agriculture qui n'est pas encore intensive, mais qui se développe. Ce n'est que bien plus tard, la guerre de 100 ans et la peste qui vont freiner cette première expansion. Aujourd'hui, où on est en période de pandémie, il n'est pas inutile de se rappeler que la grande peste du XIVe siècle a probablement fait périr plus du tiers de la population de l'Europe. Alors, je cherche la diapo suivante. C'est également le temps d'une industrie rurale. Alors, vous êtes peut-être un peu étonné de voir ce terme industrie rurale. Ce n'est pas l'image qu'on a, surtout quand on remonte à une période qui est assez lointaine. Mais néanmoins, c'est une réalité historique. Autrement dit que cette période de croissance, on peut souligner qu'on va avoir une valorisation de cette main-d'œuvre paysanne, on est en période de croissance démographique, pour des productions comme le textile, par exemple. Certains auteurs, Rioux en particulier, établit une distinction entre industrie paysanne et industrie rurale. On va y revenir. Mais commençons par l'industrie paysanne. Elle correspond à l'association des activités agricoles et artisanales chez les paysans, c'est-à-dire que cette main-d'œuvre familiale va s'adonner l'hiver à la fabrication d'objets. Alors, on a parlé de textile, mais pas uniquement, il y a du petit outillage, il y a des meubles notamment. C'est des traditions d'ailleurs qui vont perdurer longtemps. Dans une région rurale alpine comme le Queyras, il y a encore une tradition de fabrication de meubles dans les exploitations agricoles de ces régions où on est sur des systèmes familiaux mixtes, mi-agricoles, mi-artisanaux. C'est également des formes de diffusion de ces produits de petite industrie, on va dire, avec le début du colportage. Mais il y a aussi des artisans qui, tout en gardant une exploitation, il faut se souvenir qu'elles sont de petite taille à l'époque, fabriquent des produits plus élaborés. Et cette industrie paysanne va se perpétuer massivement jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle. Alors c'est une question qui se pose. C'est que les corporations, dont on a vu le rôle dans ce mouvement de développement des bourgs et des villes, eh bien, elle va aussi se traduire par des freins. Des freins parce qu'il y a leurs règles de fonctionnement très,
très rigide des corporations va limiter le développement. Et cette industrie rurale, elle échappe à ces réglementations urbaines, aux salaires assez élevés des artisans. Et alors, que vont faire les marchands? Eh bien, dans cette forme d'organisation que j'ai qualifiée de précapitaliste, ils commanditent des travailleurs qui résident à la campagne et produisent à domicile. Alors, on n'est pas dans le système Uber, hein, ne mélangeons pas les époques. Mais les marchands, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vendent la matière première à des familles paysannes et ils s'attribuent le monopole de la commercialisation du produit fini. Alors, comment le système va évoluer? Eh bien, les familles paysannes vont se retrouver assez vite dans une situation de dépendance, puis d'endettement. Et ces paysans et leurs familles vont devenir des travailleurs à façon. Leurs métiers, je parle pour le textile, sont gardés en gage par les donneurs d'ordre, que sont les marchands. Alors ce système-là, on va le voir se développer en particulier dans le Nord, mais également dans des régions plus éloignées. Je pense au Vivarais, par exemple. On va le trouver chez les cloutiers du Périgord. Et finalement, le groupe domestique vit assez pauvrement. Alors, on va avancer dans les diapos. Non, je vais trop loin. Voilà, ici un atelier de clouterie en France. Donc, on n'est plus du tout dans la période que nous évoquons, mais au XVIIe siècle, mais qui traduit la manière dont une industrie rurale a perduré. Alors, avançons dans le temps. Ce qui se passe, c'est dans cette évolution une différenciation progressive des activités. Le négociant et le fabricant deviennent des personnes ou des groupes distincts. Là où existait la réunion commerciale de nombreux ateliers familiaux indépendants, entre guillemets, se créent des bâtiments où le fabricant entrepreneur emploie des ouvriers salariés. C'est l'émergence de ce qu'on va appeler le factory system qui se substitue au domestic system. Vous n'êtes pas étonné que l'on utilise ces termes anglais simplement parce que l'Angleterre a précédé la France dans l'évolution de ce système. La production de biens d'équipement demeure encore assez rare, elle est plutôt urbaine, mais globalement, le milieu rural demeure le siège principal de l'activité économique. Alors on va voir que la royauté, je passe à l'image suivante. Non, on est un peu trop en avance, excusez-moi. Voilà, on relie notre ligne sur le domestic system et le factory system. Et je voudrais dire maintenant un mot sur quelque chose assez connu, mais qui est bon de souligner, c'est la question des manufactures. La royauté, créant un État de plus en plus fort et de plus en plus centralisé, donc à partir d'Henri IV, va encourager un mouvement qu'on appelle le mouvement des manufactures. C'est au début du XVIIe siècle, en 1602, qu'est publié le Règlement général des manufactures. La tendance, bien sûr, va s'accentuer avec le colbertisme. C'est-à-dire que l'État va administrer les manufactures royales.
et protéger les manufactures, même celles qui ne sont pas royales, bon, avec un certain nombre de privilèges, ces entreprises privées qui vont être exemptées de nombreuses réglementations anciennes. Elles vont recevoir, par exemple, le monopole de certaines fabrications et ventes dans un large rayon. Alors, dans cet espace, qui demeure assez largement un espace rural, elles seules ont le droit d'embaucher des ouvriers. Et l'entrepreneur qui dirige une telle manufacture va se voir gratifié par le pouvoir royal avec des pensions, parfois avec des titres de noblesse. Et il est assez intéressant, alors qu'on est en plein dans ce qui se passe autour de l'édit de Nantes et puis de son abrogation, eh bien que ces entrepreneurs bénéficient d'une assez large liberté religieuse, même après 1685, la révocation de l'édit de Nantes, et qu'on trouve un certain nombre de protestants à la tête de ces manufactures. Elles vont mailler le territoire au XVIIe siècle et puis par la suite. Alors on trouve les armes à Tulle, la dentelle à Alençon, le drap autour de Sedan, les glaces à Saint-Gobain, etc. Et autrement dit, se constituent dans des territoires, encore une fois, qui demeurent assez largement ruraux, des bassins d'emploi, donc au cœur des campagnes, jusqu'à l'avènement qui viendra plus tard de la révolution industrielle. Mais ce n'est pas inutile de se souvenir qu'avant la révolution industrielle, il y a eu ces premiers bassins d'emploi qu'il faut qualifier d'industriels, qui sont des bassins d'emploi ruraux. Alors on peut voir par exemple que dans l'Orne, il y a eu jusqu'à 20 fourneaux de forge qui employaient 25 000 salariés et qui vont produire le fer nécessaire aux ateliers de quincaillerie, de clouterie. Ce n'était pas encore de la sidérurgie. La faiblesse des moyens de transport favorise la dissémination de ces établissements dans tout le territoire. Et de ce mouvement, aucune région n'est à l'écart. Et si l'Est semble assez industriel, c'est moins la Lorraine, pour nous, image de région industrielle, que la Champagne, par exemple. En 1789, il y a environ 1000 usines métallurgiques réparties sur 600 sites présents sur tout le territoire. Alors, 30 secondes avant d'arriver à que retenir de cette période, je vais boire un verre d'eau parce que vous voyez que je commence à m'enrouer. Pardon pour cet intermède. Bon, de toute façon, je crois qu'on va arriver au terme de cette première séquence. Alors, que retenir de cette période ? Eh bien, au milieu du XVIIIe siècle, vers 1750-1760, plus de 80% de la population française vit et travaille à la campagne, qu'il s'agisse d'activités agricoles ou autres. Voilà, elle n'est pas constituée que de paysans, c'est ça qu'il faut retenir. Il y a des ouvriers paysans, il y a des ouvriers artisans, il y a des ouvriers ruraux qui forment une assez large partie de la population, même si cette population active première, bien sûr, c'est celle des agriculteurs. À la veille de la révolution industrielle, eh bien, donc, je le rappelle à nouveau,
La production industrielle, donc on n'est pas encore à la période de la révolution industrielle, s'effectue en milieu rural. Donc, c'est un point culturellement qui est à garder en mémoire parce qu'au fond, on peut faire une sorte de lien. Bon, il n'y a pas de déterminisme, encore une fois, hein, mais un lien avec certaines cultures, alors culture au sens acquis culturel, hein, culture rurale industrielle plus contemporaine. Il y a un certain nombre d'exemples, on verra plus tard avec le Choletais par exemple, qu'il y a véritablement aujourd'hui eh bien, quelque chose autour du développement agricole, du développement industriel, pardon, qui est une tradition longue. Voilà, on s'arrête là pour l'instant parce que je crois que je vais me mettre à nouveau à tousser. Merci de votre attention.